Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Roxane Guillon, je suis étudiante au doctorat en sexologie, supervisée par Guylaine Fernet. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler et vous sensibiliser à l'importance de promouvoir en fait une éducation à la sexualité qui est adaptée aux besoins et à la réalité des adolescentes qui ont vécu des violences sexuelles en contexte de relations intimes. Donc, à travers leurs témoignages aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre en fait ce qu'elles avaient à dire sur leur vécu en termes d'éducation à la sexualité, ou en fait ce qu'elles n'ont pas eu aussi comme éducation à la sexualité, et leurs recommandations. Donc, on va vraiment partir du principe et du point de vue de ces adolescents. Donc, pourquoi c'est important de s'y intéresser? Bien, les études antérieures, en fait, il y en a eu beaucoup qui ont tenté de montrer les données de prévalence par rapport aux violences en contexte de relations, violences sexuelles en contexte de relations intimes de manière générale et plus spécifiquement auprès des adolescents et des adolescentes. Il y a notamment l'étude de Hébert et ses collègues, qui est une étude auprès d'un échantillon représentatif de plus de 8000 étudiants et étudiantes du secondaire à travers le Québec, qui a recensé en fait que 15% des adolescents et des adolescentes rapportent des violences sexuelles dans le contexte de leurs relations intimes, et ce, dans les 12 derniers mois. Donc, c'est quand même des chiffres importants et alarmants, donc ça soulève que c'est une préoccupation importante. On sait que l'école occupe un rôle privilégié, en fait, pour dispenser des contenus d'éducation à la sexualité. Les jeunes y passent beaucoup de temps. Les professeurs et le membre du personnel, généralement, sont bien formés et outillés pour faire la pédagogie, transmettre des contenus. Mais par contre, en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Ultimement, on aimerait vraiment que ça le soit, mais il reste encore du chemin un peu à faire. On a foi que ça va arriver avec l'implantation obligatoire des contenus des cours d'éducation à la sexualité dans le cursus scolaire québécois, qui est implanté depuis 2018. Mais on va voir dans leurs témoignages aussi qu'il y a certaines disparités là, entre les régions au Québec. Donc, l'école occupe un rôle privilégié. Toutefois, on va l'appeler la VRI, hein, violence dans les relations intimes sexuelles. Ça va être moins long pour moi de l'appeler VRI. Donc, la VRI sexuelle est rarement adressée dans les contenus d'éducation à la sexualité scolaire en raison d'un sentiment d'inconfort ou d'incompétence chez les éducateurs ou les éducatrices. C'est un sujet qui demeure sensible, la sexualité, et principalement la violence sexuelle. Les éducateurs et les éducatrices ne savent pas toujours comment l'aborder avec doigté, avec sensibilité. Parfois, ils ont peur d'avoir des questions auxquelles ils ne savent pas répondre. Ils ont peur d'avoir un dévoilement en classe, ne pas savoir quoi faire. Ils ont peur, par exemple, que certains jeunes aient des commentaires déplacés ou blâmants lorsqu'il y a des dévoilements. Donc, tu sais, toutes ces craintes-là sont très légitimes, mais ça fait en sorte qu'ils ne se sentent pas outillés, en fait, pour aborder ces contenus-là dans les cours d'éducation à la sexualité. Les informations qui sont abordées sont aussi beaucoup centrées sur la prévention des risques au détriment d'une sexualité plus positive. Donc, on mise beaucoup sur les ITS, la prévention des ITS, la prévention des grossesses, la prévention des violences sexuelles. Mais en même temps, on devrait aussi parler de c'est quoi une relation intime qui est positive, c'est quoi une sexualité qui est saine. C'est important aussi que les jeunes y aient accès, puis on va voir dans le discours des adolescents qu'on a interrogés que c'est important pour elles aussi. Les informations peuvent être parfois empreintes de jugement ou de fausses croyances aussi, malheureusement, de la part de certains éducateurs et éducatrices. Et c'est pas toujours de mauvaise foi, ils s'en rendent pas toujours compte. Mais on est des êtres humains, on a des valeurs, on a des croyances, puis parfois, ça peut teinter l'éducation qu'on va donner aux jeunes. Mais ça, quand on est bien formé, bien outillé, bien, généralement, on est capable de faire la part des choses puis de mettre un peu ces croyances-là de côté pour offrir une éducation optimale.
mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et les jeunes sont peu consultés ou impliqués et ce sont souvent en fait les adultes qui prennent les décisions à leur place. Donc, c'est les adultes qui vont élaborer les contenus d'éducation à la sexualité, qui vont élaborer en fait le programme d'éducation à la sexualité, puis les jeunes sont peu consultés ou sont peu impliqués. Donc, des fois, ça fait vraiment une espèce de, pardon l'anglicisme, mais un clash entre leurs besoins puis ce qu'elles vont apprendre dans les contextes d'éducation à la sexualité. Donc, l'objectif de la présente étude, c'était d'identifier des principes clés d'éducation à la sexualité selon la perspective et les recommandations d'adolescentes qui ont vécu de la VRI sexuelle. Donc, comment on s'y est pris, en fait, pour arriver à répondre à cet objectif? Bien, tout d'abord, on a recruté, en fait, je ne l'ai pas écrit, mais je vais vous le dire verbalement. On a recruté 100 adolescentes qui étaient âgées entre 14 et 19 ans, dont l'âge moyen était de 17 ans et demi à peu près. Donc, 100 adolescentes qu'on a interviewées, en fait, dans le cadre d'entrevues qualitatives. Elles ont aussi répondu à un questionnaire par le FEMEM en même temps. Mais aujourd'hui, je vous présente plus les données qualitatives. On les a recrutées à travers des organismes pour les jeunes. On a publié des affiches sur les réseaux sociaux, aussi via le bouche à oreille. Donc, les jeunes pouvaient en parler entre eux et là, après, ils pouvaient s'inciter un petit peu à participer si jamais ils correspondaient bien aux critères. Donc, qui était premièrement de s'identifier comme une fille, parce qu'on voulait vraiment recenser un peu les violences sexuelles qui étaient faites envers les filles. Être âgé entre 14 et 19 ans, avoir eu au moins une relation intime, parce que, bon, si on voulait investiguer un peu aussi, parce que le focus de cette étude-là était vraiment sur les violences sexuelles en contexte de relations intimes, arriver à bien les comprendre. Mais on investiguait aussi par le fait même un peu l'éducation à la sexualité qu'ils avaient reçue. Donc, c'était important pour nous qu'ils aient vécu une relation intime pour être capables de nous jaser des violences en contexte de relations intimes qu'elles avaient vécues. Donc, par le fait même, c'est important aussi qu'elles aient vécu au moins un épisode de violence dans les relations intimes sexuelles. Et finalement, avoir eu majoritairement des relations intimes avec des garçons. Donc, c'était vraiment comme un choix de l'équipe d'investiguer précisément les violences faites auprès des filles, donc dans un contexte plus hétérosexuel. Comme vous le voyez ici, on était quand même ouvert, là, dans le sens que les participants pouvaient s'identifier soit totalement ou majoritairement hétérosexuels. En fait, le critère était plus d'avoir eu majoritairement des relations intimes et sexuelles avec des garçons. Okay? Donc, on était quand même ouvert à la diversité, mais c'était vraiment le phénomène des violences sexuelles commises par un garçon qu'on voulait explorer. Donc, un peu le profil des participantes, comme j'ai mentionné, l'âge moyen était de 17 ans et demi. Donc, on avait très peu de participantes de 14 ans, mais plus vers 17-18 ans. 88% s'identifient comme complètement ou principalement hétérosexuels. 85% s'identifient comme québécoises. Et 53,6% étaient en relation, alors que 46,3% étaient célibataires, donc c'est presque moitié-moitié. On voit cependant que au niveau des données socio-démographiques, l'échantillon est peut-être un petit peu moins diversifié, donc c'était principalement des adolescentes d'origine québécoise et principalement hétérosexuelles. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut tenir ça en compte dans notre analyse des données et les résultats que je vais vous présenter. Donc, c'est une limite en soi, en fait, que ça ne représente pas nécessairement le vécu de toutes les adolescentes et notamment celles de la diversité. Et elles ont vraiment en fait, on a investigué un large registre de VRI sexuels à travers le questionnaire qu'elles ont rempli.
Et notamment, ce qui est ressorti, c'est que près de 80% ont vécu des attouchements sexuels non désirés. Et là, vous voyez que les pourcentages sont élevés, mais c'est parce qu'elles pouvaient aussi rapporter une forme de violence. Merci. Près de 70% pénétration vaginale non désirée, 60% orale et 34% anale non désirée. C'est quand même élevé. Je prends le temps d'appuyer là-dessus, mais c'est quand même des chiffres élevés. 62% de la cyberviolence sexuelle, 43% du sabotage contraceptif, donc ça pouvait consister par exemple en le stealthing qu'on appelle, donc qui est le retrait du préservatif à l'insu du partenaire, et 7% de l'exploitation sexuelle et bien d'autres, malheureusement. Voilà, donc ça vous fait un portrait. On voit que c'est quand même des jeunes femmes, des adolescentes qui ont vécu plusieurs expériences de victimisation et assez diverses. Pour la collecte des données, en fait, comme je vous disais, on a fait des entrevues individuelles semi-dirigées d'environ 75 minutes. Donc, on a exploré un large registre de thèmes touchant la sexualité, l'intimité, les relations, l'éducation à la sexualité, mais aussi la recherche d'aide, les services qu'elles ont reçus. Donc, les entrevues étaient conduites en laboratoire directement avec des assistantes de recherche qui étaient formées, en fait, pour intervenir si jamais il y avait des situations de crise, qui avaient des dévoilements importants ou quoi que ce soit. Donc, l'équipe avait vraiment suivi une formation spécifique pour ça parce qu'on savait qu'on allait être confronté à des adolescentes qui avaient vécu de la violence sexuelle. Et sinon, par vidéoconférence aussi. Allô, la pandémie. On a dû s'adapter. On n'a pas eu le choix. Mais ce qui nous a amené aussi, notre équipe, à développer une espèce de protocole de gestion de crise à distance aussi par la suite. Donc, ça a été quand même assez formateur. Heureusement, il n'est rien arrivé de grave. Voilà. Sinon, pour la stratégie analytique, les entrevues ont été analysées avec une analyse de contenu conventionnel. Donc, tout d'abord, la première étape, on a développé une grille de codage assez large, là, avec des thèmes plus larges qui pouvaient être bonifiés au fil des entrevues, en fait. Et on a fait une procédure de team coding. Donc, on était plusieurs personnes à coder les entrevues et ensuite, on faisait des rencontres ensemble pour voir si notre codage s'arrimait bien, puis sinon, on faisait des ajustements. Et pour la catégorisation, qui est l'étape supérieure de l'analyse qualitative de contenu, tout d'abord, les expériences et les recommandations d'éducation à la sexualité qui ont été formulées par les adolescentes ont été analysées de manière plus large pour ensuite être regroupées sous des thèmes. Et ces thèmes-là, ensuite, ont été étiquetés, en fait, à la lumière de principes clés sous-jacents. Vous allez bien comprendre quand je vais vous montrer les résultats. Donc, les résultats. Comme vous voyez, les catégories conceptuelles sont formulées selon des principes clés, en fait, qui devraient guider nos pratiques en termes d'éducation à la sexualité pour que ces pratiques-là soient davantage adaptées aux besoins des adolescentes qui ont vécu des VRI sexuels. Donc, on va les regarder une à une. Donc, tout d'abord, selon ce que les participantes ont mentionné, c'est important que l'éducation à la sexualité soit focalisée sur le consentement. C'est pas, je pense pas que je vous apprends quelque chose aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elles ont beaucoup mentionné. Donc, c'est important qu'elles soient focalisées sur le consentement et de promouvoir l'affirmation et le respect des désirs, des besoins et des limites sexuelles, en fait, des partenaires dans une relation. Donc, tout d'abord, ce qu'on observait dans leurs témoignages, c'est qu'il y avait des disparités au niveau de l'éducation à la sexualité reçue à propos du consentement. Donc, parfois, il y en avait qui n'avaient jamais entendu parler à l'école, d'autres oui. Et des fois, c'était juste un petit peu.
Lorsque le consentement est abordé, l'accent est mis sur le respect des limites sexuelles, les lois entourant le consentement et la dénonciation des vieilleries sexuelles. C'est quand même important qu'on en parle, évidemment, de ces sous-thèmes-là, mais ça ne devrait pas se limiter uniquement à ça. C'est important aussi d'aborder le consentement qui est enthousiaste et continu. Donc, dans quel contexte je suis capable de dire oui? Est-ce que je suis capable de montrer que j'ai envie d'avoir des activités sexuelles? Est-ce que je suis capable de reconnaître que ma partenaire ou mon partenaire a envie d'avoir des activités sexuelles? Et donc, pas juste dans une optique de je suis capable de dire non ou m'affirmer, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus nuancé que ça quand on veut montrer ou exprimer son consentement. Parler du consentement aussi pouvait réactiver certains souvenirs douloureux liés aux événements, selon certaines participantes. Par exemple, Thérèse dit que sa professeure avait parlé du consentement en classe et ça l'avait quand même bouleversée, puis elle a dû sortir de la classe, puis sa professeure avait fait preuve de compréhension, puis elle avait compris un peu qu'elle avait vécu probablement quelque chose, une expérience traumatique. Donc, on voit qu'il faut porter attention à ça quand on fait l'éducation à la sexualité puis qu'on parle de vieilleries sexuelles, de consentement. Ça se peut qu'il y ait des gens que ça réactive certaines choses. Il faut en tenir compte. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure comment on peut essayer d'en tenir compte selon les approches sensibles autrement qui vont faire écho un peu à ce qui était mentionné, Marianne. Et finalement, le manque d'éducation à propos du consentement peut avoir des impacts sur les violences dans les relations, violences sexuelles en contexte de relations intimes. Donc, il y avait Aurore, qui est son pseudonyme fictif, ce n'est pas son vrai nom. Aurore, d'ailleurs, ça serait intéressant de faire une analyse des prénoms qu'ils ont choisis. Hein? Aurore qui nous dit « J'ai eu des cours d'éducation sexuelle, mais il ne disait pas des trucs comme les gars, demander le consentement avant d'avoir des relations sexuelles. Ma vie aurait été tellement plus facile si les gars que j'ai rencontrés m'avaient simplement demandé. Il y aurait eu beaucoup moins de dégâts si j'avais eu la possibilité de dire non. » Donc, on voit que ça a un impact direct de promouvoir des contenus qui visent à éduquer sur comment valider, demander, exprimer le consentement, et reconnaître aussi le consentement. Un autre principe clé important, il faut que l'éducation à la sexualité soit positive. Et l'importance de légitimer la sexualité et le plaisir des filles et des femmes était quelque chose qui était mis de l'avant par les participantes elles-mêmes. Donc, souvent, l'éducation reçue, si tel est le cas, parce qu'on se rappelle que ce n'est pas toutes les participantes qui en avaient reçu, mobilise rarement une approche positive de la sexualité. Donc, les informations focalisent beaucoup sur la prévention des risques, des grossesses, des ITSS. Puis, le plaisir, le désir et l'exploration sexuelle sont généralement très peu abordés parce que probablement que c'est moins impliquant pour un éducateur ou une éducatrice de parler, c'est important de se protéger que de dire, c'est important d'avoir du plaisir puis de s'assurer qu'il y a du plaisir mutuel dans la sexualité. Donc, peut-être que ça peut nous confronter aussi dans nos propres valeurs, dans nos propres croyances. Par contre, pour les filles, c'était important d'en entendre parler aussi, de ne pas juste adopter une approche répressive de risque, elles veulent aussi être informées sur comment ça va se passer lors de mes premières relations sexuelles, à quoi je peux m'attendre, comment je peux être outillée ou bien informée pour que ça se passe bien. Elles veulent en entendre parler de ça aussi. C'est important qu'elles en entendent parler, comme Emmanuel le mentionne. À l'école, ils n'expliquent pas comment ça se passe, la première relation sexuelle, ni les inquiétudes qu'on peut avoir. Ça m'a vraiment stressée la première fois et j'aurais aimé avoir des réponses à mes questions. Sinon, l'éducation, elle est parfois teintée de croyances et de valeurs des éducateurs ou des éducatrices où il y a certains tabous persistants. Et ça, les participantes le ressentaient quand c'était le cas.
Donc ça peut créer aussi des inégalités de genre quant à l'accès au plaisir. Oh, je suis pas remplie. Ça peut stigmatiser les filles si leur comportement sexuel ne concorde pas avec ses valeurs. Donc, ça fait en sorte justement que si, par exemple, un éducateur ou une éducatrice prône activement l'abstinence sexuelle, par exemple, puis que dans la classe, il y a des adolescentes qui ont eu leurs premières activités sexuelles, bien, ça peut être assez stigmatisant, puis probablement que ça ne va pas du tout les rejoindre, ce genre de discours-là, et avec raison. Et finalement, il y a des tabous persistants entourant la masturbation et l'orgasme féminin. Ils n'en ont pas du tout entendu parler et on comprend un petit peu pourquoi, malheureusement. Et ça peut créer des inégalités de genre quant à l'accès au plaisir sexuel, parce que comme le mentionne Lisandre, si ni les garçons ni les filles n'entendent pas parler de comment, par exemple, on peut faire jouir une fille ou comment elle peut avoir du plaisir sexuel, ben c'est plus difficile, puis les gars peuvent se dire « Ah, ben, c'est trop difficile, je le ferai pas. » Par contre, les filles, elles, vont avoir plus tendance à quand même mettre les efforts, mettre la main à la pâte pour pas faire un bon jeu de mots, mais vont le faire quand même. Fait que ça crée quand même des inégalités parce que les garçons vont quand même avoir du plaisir, mais pas les filles. Et pas finalement. Troisième, il faut que l'éducation à la sexualité soit accessible. Donc, c'est important de dispenser des contenus obligatoires sur le consentement et les relations intimes délivrés de façon diversifiée. Malheureusement, il y a beaucoup d'adolescentes qui ont été peu exposées à ces contenus-là. L'éducation à la sexualité est parfois conditionnelle à la réceptivité des éducateurs et des éducatrices, c'est-à-dire qu'il y avait certains éducateurs ou éducatrices qui se faisaient incomber cette tâche-là et ne se sentaient pas à l'aise ou outillés, donc ne le faisaient pas quand même ou le faisaient très rapidement. Donc, elle parlait que c'était vraiment important d'instaurer l'éducation à la sexualité de manière obligatoire. Faut se rappeler aussi que cette étude-là a été, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais a été conduite entre 2018 et 2019 ou 2020. Donc, c'était tout juste là, quand on commençait à instaurer de manière obligatoire l'éducation à la sexualité dans le cursus scolaire. Donc, c'est important aussi à le garder en tête. Mais on voit que malgré tout ça, il y a encore beaucoup de disparités, même si c'est instauré de manière obligatoire. Et finalement, l'éducation à la sexualité est parfois dispensée de manière trop formelle. Bon, évidemment que le contexte de classe peut être un peu limité, mais ce que les adolescentes mentionnaient, c'est que c'est souvent, par exemple, une personne qui vient de devant la classe, qui parle, qui dispense des contenus, mais elles aimeraient aussi que ça soit fait de manière plus informelle. Par exemple, survient quelque chose dans l'actualité, on prend un moment dans la classe pour faire un débat, pour discuter. Un éducateur ou une éducatrice remarque qu'une étudiante, par exemple, sort de la classe, bien, on prend un moment justement pour faire un débriefing avec elle, etc. Donc, plus de manière informelle aussi. Elle doit être aussi focalisée sur l'égalité des genres, donc promouvoir l'égalité des genres dans les relations intimes et sexuelles. Donc, il y a un écart entre les genres concernant la nature et la quantité d'informations enseignées à propos de la sexualité. Les filles dénotaient en fait qu'il y avait beaucoup plus d'informations sur le corps des gars, comment fonctionne l'érection, etc. Donc, tout ça, c'était beaucoup plus abordé que concernant le plaisir sexuel féminin, le corps féminin, etc. La prévention des violences sexuelles en contexte de relations intimes incombe souvent aux filles. Donc, c'est souvent à elles, par exemple, de s'habiller de manière à ne pas provoquer les garçons, par exemple. Puis ça, il y en a quelques-unes qui ont rapporté ça dans le discours, en fait, des professeurs qu'elles ont côtoyés. Et donc, c'est nécessaire de prendre conscience de la culture du viol et de responsabiliser aussi les garçons pour leur comportement, pour leurs attitudes. Le manque d'éducation à la sexualité peut amener les filles à subir aussi des préjugés. Donc, c'est important de sensibiliser aux inégalités de genre et enjeux particuliers des filles et des femmes
de manière générale pour réduire en fait ces préjugés-là. Et finalement, elle doit être appropriée au développement psychosexuel des jeunes. Donc, parfois, certaines adolescentes disaient qu'elles étaient exposées trop tardivement à l'éducation à la sexualité dans leur cursus scolaire et que les contenus dispensés n'étaient pas toujours adaptés à leur niveau de développement en général. Donc, par exemple, Laura a dit « Il est trop tard pour être informé qu'un pénis et un vagin peuvent faire des bébés à l'âge de 14 ans, puisque les jeunes connaissent déjà cette information à cet âge-là, évidemment. Évidemment, ça fait du sens que les jeunes sont rendus plus loin dans leur compréhension de la sexualité. Et même qu'à cet âge-là, quelques-uns ont déjà eu leur première activité sexuelle. Le consentement sexuel est abordé alors que les jeunes ont pour la plupart déjà eu leurs premières expériences sexuelles. Donc ça soulève la nécessité de parler du consentement dès le début du secondaire pour mieux prévenir les vieilleries sexuelles et d'adapter les contenus d'éducation à la sexualité en fonction des priorités des jeunes et de les impliquer dans la planification et l'élaboration des initiatives. Donc, comment on peut mieux prévenir les vieilleries sexuelles en éduquant à la sexualité? Bien, c'est important d'éduquer à propos du consentement plus général dès l'enfance et le consentement sexuel dès le début de l'adolescence. Donc, le consentement, ça ne se limite pas juste à la sexualité. C'est quelque chose qu'on peut apprendre et intégrer beaucoup plus jeune. Par exemple, chez les enfants, quand ton ami ne veut pas te prêter ton jouet, bien, comment tu peux respecter ça? Est-ce que tu peux lui demander? Comment tu peux accepter sa décision? Donc, tu sais, ça commence beaucoup plus tôt que ça, mais c'est important aussi de consolider les notions au secondaire dans un contexte plus de sexualité aussi. Miser sur l'affirmation de ses désirs et ses besoins sexuels dans sa relation, aborder la notion d'enthousiasme sexuel que je vous parlais un petit peu tantôt, aborder l'aspect continu du consentement, donc de valider à chacune des pratiques durant l'activité sexuelle, tout au long de l'activité sexuelle. Éduquer sur les manières sensuelles de valider ou communiquer le consentement sexuel. Ça aussi, ce n'est pas beaucoup enseigné dans le cursus scolaire, mais c'est important que les jeunes sachent comment, en fait, consentir à une relation sexuelle, puis puissent le faire de manière plus sexy ou sensuelle parce que, tu sais, on s'entend que de dire bon, est-ce que tu as envie, s'il te plaît, coche oui, là, c'est pas très sexy et sensuel, puis les jeunes vont pas le faire. Fait que, comment on peut leur enseigner à le faire, mais qu'ils soient quand même à l'aise de le faire? Promouvoir une approche positive de la sexualité qui mise sur le respect, la découverte de soi, de son corps, de l'autre, le plaisir mutuel et surtout l'authenticité. Donc ça va permettre d'outiller les jeunes sur c'est quoi les balises d'une relation intime ou d'une sexualité qui est saine, qui est positive. Et les jeunes vont être mieux à même de reconnaître aussi les situations de violence par le fond. Et ça va permettre de mieux répondre aussi à leurs besoins. C'est important aussi d'adopter une approche féministe qui mise sur l'égalité des genres, donc un peu ce que je vous rapportais tout à l'heure, donc promouvoir l'égalité des genres en matière de droits sexuels, c'est super important pour que les femmes et les filles aient accès aussi à une sexualité qui est positive, qui ait accès aussi au plaisir sexuel de manière égalitaire aux hommes. Déconstruire les stéréotypes féminins, les doubles standards à propos de la sexualité. On a encore beaucoup de job à faire, mais c'est important de le faire. Responsabiliser les garçons pour leur comportement sexuel et cesser de blâmer les filles pour les leurs. Donc, c'est important pour réussir à renverser un peu ce que c'est la culture du viol. Et mobiliser une approche sensible au trauma pour prévenir la retraumatisation et favoriser la reprise de pouvoir chez les personnes qui ont vécu, chez les jeunes filles qui ont vécu des violences sexuelles à caractère dans leur relation intime. Donc, c'est important de demeurer attentif et attentive et sensible aux réactions des jeunes lorsqu'on aborde les vieilleries sexuelles. On l'a vu avec certains témoignages, donc ça peut retraumatiser certaines personnes ou du moins créer certaines réactions, raviver en fait certains souvenirs douloureux.
Mettre en place un contexte sécuritaire pour parler de sexualité et de violence. Donc, c'est important d'instaurer ce contexte-là. Je vais vous en parler un petit peu plus à la prochaine diapo. Est-ce que j'aurai 2 minutes de plus? Oui. Si vous voulez, je sais que ça vous intéresse. On va y écouter. OK, c'est bon. Et être outillé pour recevoir un dévoilement de manière adéquate. Comment on fait pour promouvoir une pratique qui est sensible au trauma dans un contexte d'éducation à la sexualité? Tout d'abord, ce qui est important, c'est d'éviter la retraumatisation des survivantes. Donc, suivre périodiquement des formations spécialisées sur les traumas, ça c'est super important. Puis, ça s'en vient pas mal à la mode, là, des approches sensibles au trauma. Donc, n'hésitez pas à vous former sur ces approches-là. Puis, c'est bénéfique, en fait, pour tout type d'intervention, d'éducation. Donc, voilà. Mobiliser des interventions basées sur des données fiables et récentes aussi, et pas teintées de jugement, de valeurs ou de croyances, idéalement. Instaurer un espace sécuritaire. Donc, comment on fait pour instaurer un espace sécuritaire, par exemple, dans un contexte de classe ou dans un contexte d'éducation à la sexualité plus largement? Mais c'est important d'abord de bâtir la confiance avec les personnes à qui on s'adresse, avec les jeunes. Légitimer les émotions qui peuvent émerger, donc de le dire. Tu sais, ça se peut qu'aujourd'hui, que le sujet qu'on va parler, bien, ça fasse émerger certaines émotions difficiles ou que ça rappelle certains événements à certaines personnes, puis c'est correct, c'est normal. Si ça arrive, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on peut faire. Okay? Donc, déjà, les personnes vont être sensibilisées à l'effet que, OK, bien, ça se peut que ça arrive, c'est correct si jamais ça m'arrive. Je vais être pris en charge. Identifier les déclencheurs de la personne. Évidemment, dans un contexte de classe, on ne peut pas vraiment faire ça ou c'est plus difficile de le faire, mais dans un contexte d'intervention plus one-on-one, on va dire, on peut le demander à la personne. Respecter son rythme, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour instaurer un contexte sécuritaire, mais c'est important de le faire d'emblée, dès la base, avant de commencer à dispenser des contenus d'éducation à la sexualité. Demeurer alerte et sensible à l'état de la personne survivante lors des échanges. Et si c'est dans un contexte de classe, bien, demeurer attentif ou attentive à l'état de nos élèves, de nos étudiants. Et référer à d'autres ressources si ça dépasse nos compétences ou notre expertise. Super important. C'est important d'être capable de reconnaître nos limites pour prévenir la retraumatisation des personnes survivantes. Et finalement, favoriser leur reprise de pouvoir, donc minimiser les enjeux de pouvoir dans la relation avec les personnes survivantes, surtout avec les jeunes qui ont tendance à voir les adultes vraiment comme si on était sur une autre planète, puis qu'on ne les comprenait pas vraiment. Fait qu'essayer de réduire un peu ces inégalités-là en étant un petit peu plus chaleureux dans notre approche, en utilisant parfois l'humour quand c'est approprié. Ça rejoint quand même beaucoup les jeunes, en faisant un petit peu du small talk avant de commencer une rencontre, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut faire pour arriver à réduire un peu cet écart. Et finalement, redonner du pouvoir en sollicitant leur capacité à faire des choix, leurs forces et leurs ressources personnelles et sociales, mais surtout être capable de reconnaître que ces jeunes-là, ils ont une agentivité, puis ils ont une agentivité sexuelle, ils sont capables de prendre leurs propres décisions puis faire leurs propres choix. Puis quand on va leur demander puis qu'on va les solliciter, bien, ils sont capables aussi de nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin puis qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, ça fait un peu suite avec mon dernier point. C'est vraiment important de mobiliser une approche avec, par et pour les jeunes. Ça va leur permettre justement de reprendre aussi du pouvoir sur leur vie. Voilà.